avez appelé la jeunesse à agir plutôt qu'à descendre dans la rue. Vous l'avez rappelé également là, lors de votre dernière prise de parole. Est-ce à dire que ces manifestations dans la rue ne servent à rien alors que vous-même vous aviez pris conscience? Non, pas du tout. Non. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit notre jeunesse est mobilisée depuis des mois et des mois pour nous dire que nous n'allons pas assez vite ou nous ne faisons pas assez. Et donc, cette pression, ce cri, moi je l'ai toujours dit, on en a besoin. Après, maintenant, il faut qu'on passe à la deuxième étape. C'est-à-dire que cette pression s'exerce surtout sur celles et ceux qui bloquent notre évolution. Les entreprises, les investisseurs qui ne veulent pas faire des efforts, beaucoup en font. On a créé d'ailleurs des coalitions, des entreprises, des investisseurs sont en train de transformer. Certains autres ne veulent pas. La pression maintenant doit se mettre sur ces derniers, sur les gouvernements qui bloquent, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et donc je pense que ces mobilisations doivent maintenant rester extrêmement pacifiques, ce qu'elles sont dans leur esprit. Et nous, on doit continuer à les aider à ce qu'elles ne soient pas infiltrées par, au fond, des gens qui ne partagent pas cette cause, mais veulent les transformer. On en a besoin, mais maintenant, je pense que la deuxième phase, ça doit être de mettre la pression sur celles et ceux qui ne veulent pas bouger, et aussi de participer à des actions concrètes. Moi, je l'ai dit, on va commencer avec la Convention citoyenne en France, début octobre, à construire un agenda de transition positif avec nos concitoyens, et donc réfléchir de manière concrète. On doit réussir à mieux impliquer notre jeunesse sur les réflexions, la construction des solutions concrètes qu'on est en train de faire. Et là, j'y prends ma part, et nous le ferons. Mais on doit aussi mobiliser, moi je vois toute cette énergie qu'il y a, cette volonté de changer les choses, on doit aussi se mobiliser sur des actions très concrètes pour lutter contre le gaspillage, contre le réchauffement climatique. Il faut faire des choses concrètes et qui servent. Ce n'est pas une décision gouvernementale qui changera les choses. Ce sont des décisions profondes qu'on a à prendre au niveau des chefs d'État et de gouvernement, qu'on a à prendre au niveau de l'Europe, je l'ai rappelé tout à l'heure à la tribune, qu'on a à prendre parfois au niveau international. Ce sont des changements qu'on a à faire au niveau des investisseurs, des entreprises et des citoyens. Et donc chacun a sa part à prendre en tant que consommateur, en ayant des choix qui sont responsables. En tant qu'investisseur, chacun, lorsqu'il met un peu de ses économies, il doit regarder si ces économies elles vont financer des activités qui sont nocives à notre bilan carbone ou qui déforestent. On a, nous, poussé les fonds à changer. Maintenant, il faut que ça se suive. Il faut qu'il y ait, en quelque sorte, si je puis dire, le Yuka de l'investissement, puisque moi, comme vous, j'utilise aussi cette application qui est très efficace. C'est maintenant des choses très concrètes. C'est un agenda d'actions concrètes dans lequel on rentre. Donc on a besoin de la mobilisation. Moi, j'y suis très sensible. Elle m'a aussi bousculé et fait changer. Mais maintenant, il faut qu'elle se porte plus sur celles et ceux qu'on doit faire bouger encore davantage et sur un agenda d'action concrète. Et c'est à nous, pour ce qui est de la France, de donner une place, un cadre à cette mobilisation concrète. Monsieur le Président, dans ceux qui bloquent, est-ce que vous rangez le gouvernement polonais dans l'avion pardon? Aujourd'hui, c'est simple. On a une stratégie neutralité carbone 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on veut tenir les accords de Paris, on sait qu'on a un point de passage à la moitié du siècle, en 2050, qui est d'arriver à la neutralité carbone. On est parti au début avec les Pays-Bas, on était 2. On a convaincu, continué à avancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai dernier à Sibiu, on était 8. Ensuite, on a réussi à convaincre peu à peu, l'Allemagne nous a rejoints. Au dernier sommet, nous étions 24. 24. Et c'est vrai que dans les grands pays, la Pologne aujourd'hui n'est pas convaincue. Je ne stigmatise personne, mais je veux convaincre nos amis polonais que c'est bon pour eux de bouger. Et donc on a besoin sous toutes les formes d'exercer des pressions, aussi de les aider à faire cette transition. Parce qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus dépendants au charbon que d'autres économies en Europe. Mais ce qui est sûr, c'est que si la Pologne bouge, je suis convaincu que les 3 autres États vont bouger avec eux. Et il faut montrer que l'agenda climatique est aussi un agenda de croissance. On peut trouver des solutions qui sont conformes à l'accord de Paris, réduire nos émissions, aller vers la neutralité carbone et continuer à créer des emplois. Mais aujourd'hui, la Pologne est à convaincre si on veut avancer sur la neutralité carbone et si on veut prendre les bonnes décisions dès 2020 en Europe, parce que c'est dans les prochains mois qu'il faudra agir. Je vous redis sur le gérant, peut-être une question, est-ce qu'une désescalade est envisageable pendant ces 2 jours? Est-ce que vous allez rencontrer Donald Trump, le président iranien? Est-ce que eux peuvent se rencontrer? Écoutez, nous avons eu un premier échange informel avec le président Trump en marge du sommet de ce matin. Et je verrai ce soir le président Rouhani et à nouveau le président Trump demain. Vous savez le travail que conduit la France depuis des mois, qui est un travail consistant à essayer de bâtir des propositions pour éviter l'escalade. Le cadre, si je puis dire, final que nous devons viser, c'est celui que, ici même, il y a 2 ans, j'exposais. Réussir à
maintenir un cadre de contrainte sur l'activité nucléaire en cours en Iran, et donc tout faire pour que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Deuxième pilier, se donner d'une visibilité au-delà de 2025, ce que n'apportait pas l'accord signé à Vienne le 14 juillet 2015. Troisième pilier, réussir à encadrer l'activité de missiles de l'Iran. J'en parlais il y a 2 ans, on a vu les événements récents. Et quatrième point, c'est évidemment l'activité régionale et les pressions qui sont faites dans la région. Nous avons besoin maintenant, avec nos alliés, l'ensemble des partenaires régionaux et l'Iran, de nous mettre autour de la table et d'avancer sur ces 4 points, avec un agenda commun. Je crois que les réactions... D'abord, il y a un travail technique qui continue, et vous avez vu que la plupart des pays ont été prudents sur l'attribution des tirs subis par l'Arabie Saoudite. Nous avons redit notre solidarité pleine et entière, nous avons envoyé des experts, les missions sont en cours. Et donc, il faut être prudent sur une attribution complète et à 100%. Il y a beaucoup d'indices aujourd'hui convergents qui laissent à penser que c'est l'attaque d'un État et que c'est un niveau d'équipement qui ne permet pas de croire que ce sont les Houthis. Maintenant sur ce sujet-là, je crois que tout le monde a été conscient qu'il ne fallait éviter l'escalade. Et donc ces échanges, pour moi, doivent conduire à bâtir ce nouveau cadre plus large que celui dans lequel on était il y a quelques semaines et continuer à travailler aussi sur la désescalade liée à l'accord nucléaire. Donc je pense que les frappes du 14 septembre changent la donne, très clairement, mais que la volonté de médiation de la France et les propositions faites par la France restent plus encore d'actualité pour éviter toute escalade dans la région. Vous avez pensé qu'une rencontre entre les présidents Trump et Rouhani est encore possible à ce stade ? Écoutez, je pense, j'ai noté hier les déclarations du ministre des Affaires étrangères iranien qui expliquait qu'il y avait une ouverture avec des conditions. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Et donc, je ferai tout pour que les conditions de discussion se créent, qui se fassent à la fois pour qu'il n'y ait aucune escalade et qu'on construise une solution utile, durable pour la sécurité dans la région. Moi, vous savez ce qui m'importe, hein, c'est la stabilité, la sécurité de la région, de nos amis libanais, de ce qui se passe en Irak, évidemment, de l'Arabie saoudite, de tous les pays de la région qui peuvent être frappés par aujourd'hui des frappes ponctuelles et par un processus d'escalade que nul ne maîtriserait. Donc je pense que voilà, stabilité, construction d'un agenda lucide dans la durée pour évidemment que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, qu'elle réduise son activité balistique et que toute l'activité balistique dans la région se réduise. Vous avez des conclusions des présidents No, when we have refugees, we protect refugees because asylum right is protected under our constitution. When you have people arriving in France, they ask for asylum. It depends on their status. You have an independent body looking after the situation, analyzing everything. If people are eligible to protection and recognized as refugees, they are protected in France and they get asylum. If they are not recognized as refugees, but migrants for economic reasons or, I mean, whatever, indeed they are reconducted to the country. Vous aurez des conclusions des experts avant la J'ai pas entendu la fin de votre question. Est-ce que là... Alors, non, pas du tout. D'abord, moi je pense qu'aujourd'hui, la réunion qui s'est tenue, il ne faut pas le négliger, est historique. Parce que pour la première fois, vous aviez autour de la table des pays comme la Colombie, la Bolivie, le Chili, donc des puissances régionales, même si non amazoniennes, mais qui jusqu'alors travaillaient peu ensemble, voire ne se parlaient pas. Et donc il y a eu le déclencheur d'un processus totalement nouveau. Le deuxième élément nouveau sur le plan géopolitique, c'est la présence de la France, qui réassume enfin sa présence amazonienne et qui fait, comme je le souhaite depuis le début de mon mandat, de nos territoires d'outre-mer, non pas des confettis à l'autre bout du monde et loin de l'Hexagone, mais des vraies chances d'un territoire que nous assumons. Nous sommes une puissance indo-pacifique. Je l'ai dit il y a quelques mois quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, je le redirai dans quelques semaines à La Réunion. Nous sommes aussi une vraie puissance amazonienne. Et donc, je crois que géopolitiquement, ce qui s'est passé ce matin, ce que nous avons bâti, est un élément important. Deuxième point, je pense qu'on a déclenché avec l'Alliance pour justement forêt tropicale,
entre le G7, le pacte de Laetitia, la réunion d'aujourd'hui, quelque chose de totalement inédit qui a permis de mobiliser les bailleurs de fonds, de mettre autour de la table ceux qui donnent, ceux qui en ont besoin, et donc les États, parfois des États fédérés, les peuples autochtones, les acteurs économiques et les ONG qui sont sur le terrain et les grandes banques internationales et régionales. C'est-à-dire tous les gens qui comptent. Maintenant, dans les prochaines semaines, nous, ce que nous devons faire, c'est d'agir pour que les 6 critères que j'ai évoqués, qui peuvent être complétés, soient mis sur un papier, qu'il y ait un processus d'évaluation, de suivi, et que lorsqu'on se retrouve en marge de la COP au Chili, on puisse mettre en place vraiment, formellement, cette alliance. Et qu'on puisse dire, voilà, on a en face de ça des projets qui répondent à ces critères, voilà où va l'argent. Que ce soit de l'argent qui passe par la Banque mondiale, par la BID, par le bilatéral, etc. Sinon, on fait trop souvent des déclarations ici, et puis un an après, on se retrouve, personne n'a vu l'argent sur le terrain. Et donc, moi je l'ai dit tout à l'heure, tout projet brésilien de lutte contre la déforestation, de lutte en faveur de la biodiversité, de travail pour une agroécologie compatible avec les critères que nous avons donnés. Tout projet brésilien est bienvenu. Je ne peux pas dire mieux. Et après, comme l'a dit le président Piñera, s'il y en a qui décident de perdre, ils perdent. Mais nous, on veut que le Brésil, qui représente 60% de l'Amazonie, fasse partie de cette alliance, puisse bénéficier de cet argent, et parce qu'il en a besoin pour lui-même, pour sa population, pour son économie. Moi, je suis sectaire avec personne. J'y crois parce que nous sommes amazoniens, j'y crois parce que c'est le bien de la planète, j'y crois parce qu'on ne peut pas réussir l'agenda de Paris si on ne défend pas les forêts en Amazonie et en Afrique centrale, parce que c'est un véritable poumon, parce que ça représente des puits qui captent le CO2 et des véritables producteurs d'oxygène en même temps que des réserves de biodiversité sans équivalent. L'apparition de Donald Trump. Vous avez dit à la tribune sur le climat un instant. Vous avez parlé d'un agenda commercial. Oui. De ne pas importer des produits qui ne seraient pas zéro carbone et de ne pas non plus investir à l'extérieur des produits zéro carbone. Si on nous prend au pied de la lettre, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus importer que du chinois puisque l'électricité est faite au charbon, que du Carrefour ne fasse plus de supermarché ou de route à l'extérieur? Comment concrètement appliquer cette idée? Premièrement, je pense que c'était une très bonne, c'était un signal tout à fait positif que le président Trump vienne passer quelques instants à écouter le secrétaire général des Nations Unies et à montrer un engagement. Je pense que c'est un très bon signal, de même que je pense qu'aujourd'hui on a eu une formidable nouvelle avec la ratification des accords de Paris par la Russie. Je l'ai salué à la tribune parce que c'est un vrai changement. Ensuite, moi je l'ai dit, je pense que nous devons avoir de la cohérence entre nos agendas. Au niveau européen, ça ne peut pas être une décision française. Les décisions commerciales, on a décidé de les mettre ensemble au niveau européen. C'est la Commission. On doit travailler maintenant sur un agenda qui soit cohérent. Premièrement, quand on demande dans un secteur productif à nos industriels, nos producteurs de faire des efforts, on ne peut pas importer des produits à l'autre bout du monde qui viennent de producteurs qui ne font pas les mêmes efforts. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas avoir de nouvelles négociations commerciales avec des gens qui ne respectent pas l'accord de Paris. Et ensuite, à mesure que nous, on va avancer, on va devoir demander à nos partenaires commerciaux de faire les mêmes efforts en transparence, ou alors de le compenser. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, nous devons aller vers un agenda zéro carbone, zéro déforestation. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais de manière très concrète, comment on peut faire? On peut dire, on va importer des produits qui peuvent avoir un impact sur la déforestation. Mais d'abord, si on a la garantie qu'ils sont faits en agroécologie compatible avec la forêt, que ce soit la forêt indonésienne, africaine, amazonienne, vous pouvez les importer. Parce que vous avez travaillé d'ailleurs localement avec les pays qui les exportent et vous avez ces garanties. Deuxièmement, quand parfois ils ont des conséquences négatives, c'est s'assurer que les mesures de compensation sont prises. Ce qu'on fait nous-mêmes. On n'aurait pas pu organiser le G7 à Biarritz si on avait dit on fait zéro carbone. Vous avez des avions qui arrivent, il y a des voitures qui transportent les gens. Donc on ne va pas tous rester avec la lampe à huile et rester chez nous. Donc simplement, on a pris des décisions pour compenser l'impact négatif sur le climat. Et ça a été évalué et certifié de manière indépendante. Donc c'est aussi avoir un agenda où on dit, quand on échange avec vous sur tel produit, eh ben, on veut que vous travailliez avec nous sur un agenda zéro carbone ou zéro déforestation. Pourquoi carrément interdire l'importation d'huile de palme? Alors, je pense que si on va vers des interdictions, c'est une discussion que j'avais tout à l'heure avec les jeunes français qui ont participé aux travaux ici. D'abord, nous, on ne garantit pas le zéro déforestation aujourd'hui et le zéro émission carbone. Ce serait faux. On n'en est pas là nous-mêmes en France. Il ne faut pas se tromper. Vous avez plein de secteurs d'activité qui sont obligés et les gens qui y travaillent, ils n'ont pas le choix. Donc il ne faut pas non plus qu'on passe du tout au tout. C'est une transition. On doit être responsable, exigeant avec nous-mêmes, avec tout le monde. Mais il ne faut pas passer du tout au tout, c'est impossible. Nous-mêmes, on ne peut pas, on ne sait pas le faire. Ensuite,
je ne crois pas à la fermeture des frontières. Je pense que l'un des risques des discussions qui sont en cours, ce serait de dire, finalement, au fond, le commerce international, c'est mauvais pour le climat, on va arrêter tout ça. On retourne à une forme d'autarcie nationale. Un, c'est impossible. Deux, ce serait mauvais. C'est pas possible parce que, regardez-nous en France, le poste de télévision où les gens vous écoutent, on ne le produit pas en France et on ne sait plus le produire en France. Beaucoup de choses que vous mangez, consommez, ce que vous portez sur vous, on ne sait pas le produire en France aujourd'hui. Et donc, c'est absolument impossible à faire du jour au lendemain. Deuxièmement, ce ne serait pas non plus souhaitable, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on a su faire ces dernières décennies avec l'ouverture. L'ouverture, elle a permis de sortir de la pauvreté des centaines de millions de personnes dans des pays qui étaient en voie de développement parce qu'on leur a donné des opportunités. En même temps qu'on a permis dans nos pays à des gens de quitter des travaux qui étaient parfois difficiles pour aller vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il ne faut pas qu'on perde ça. Par contre, on est parfois nous-mêmes aberrants quand on produit des choses localement et qu'on va les chercher à l'autre bout du monde parce qu'elles sont un peu moins chères. Et donc, c'est là, pour réussir cet agenda, ce qu'il faut faire, c'est avoir un vrai prix du CO2 qui est dans les prix, c'est-à-dire réussir à ce que la logistique, le transport soit payé par les gens quand ils consomment, parce que là il y a un biais, parce qu'il faut que le prix climatique soit payé dans le prix final par le consommateur. Puis la deuxième chose, il faut que nous on ait une stratégie de reprise de contrôle au niveau régional, je pense au niveau européen, vous m'entendez souvent parler de souveraineté. La souveraineté, c'est aussi la souveraineté climatique. C'est-à-dire quand on sait produire des choses chez nous, que ça a du sens, il faut peut-être qu'on accepte de les produire un peu plus chez nous, à la fois pour moins dépendre et parce que c'est mieux pour le climat. Je l'évoquais pour le soja par exemple et le plan protéine européen. Aujourd'hui, l'Europe, elle n'est pas autonome sur le plan protéinique. C'est une décision qui a été prise dans les années 60. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'est changé en 6 mois. Moi, j'ai proposé il y a 1 an d'avoir un vrai plan européen pour les protéines. Si on sait faire ça, on aura moins besoin du soja qu'on importe de l'Amérique du Sud et qui est un des facteurs de déforestation. Ça suppose dans le même temps d'avoir un vrai agenda avec les pays d'où vient ce soja pour les aider à se développer et créer de l'emploi autrement que par ce biais. Et donc aussi avoir un agenda économique et de lutte contre la déforestation. Vous voyez, on a créé un monde, pour le meilleur ou pour le pire, mais qui est fait d'interdépendances multiples, où beaucoup de gens, y compris qui le dénoncent aujourd'hui, à un moment ont trouvé leur compte. Les prix ont baissé, on a créé des emplois, on a enlevé de la pénibilité. Depuis quelques années, on réalise que c'est en train de s'accélérer, qu'on a fait des choses qui étaient parfois aberrantes et qu'on a perdu le contrôle. Il faut le retrouver suffisamment vite, il faut remettre les choses en cohérence, mais sans aussi vouloir revenir en arrière sur des choses qui seraient ou irréalistes ou contre-productives. C'est là où il faut essayer d'être raisonné, transparent et inclure tout le monde. C'est pour moi un des défis avec la jeunesse. Quand je disais qu'il faut lui donner notre place, c'est aussi lui dire, on va le faire avec la Convention citoyenne pour les citoyens français plus largement, sans critères d'âge. Mais moi je pense que nos jeunes, ils ont envie de comprendre tout ça, de participer à tout ça, à des solutions. Ils veulent plus consommer de la même manière. Ils veulent qu'on leur explique quand c'est possible, pas possible, et pourquoi. Ils nous challenge, c'est pas du bon français. Ils nous bousculent un peu et nous questionnent sur parfois des automatismes qu'on avait. Donc je pense qu'on a besoin d'eux pour réfléchir aussi. Et vous voyez, on mettra des années à changer ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à très court terme, parce qu'elles ne dépendent que de nous. Il y a des choses qu'on a besoin de changer pour nous-mêmes nous organiser différemment, parfois au niveau européen ou au niveau français. Et puis il y a des choses, il faut qu'on accompagne certains pays qui sont vus comme très polluants, mais dont les travailleurs ne sont pas non plus des criminels, parce qu'ils sont dans un système, il faut qu'ils vivent. Donc il faut stigmatiser personne. Donc je crois à un agenda d'ambition et de réconciliation. Il faut que je file parce que le président bolivien m'attend. Merci à vous. Merci.